Dimanche 18 avril de l'an 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous une fois encore Maître Abraham Zizidokwe. Il est juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Abraham Zizidokwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également ancien président de la Cour suprême du Bénin de 1995 à 2000, ancien président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Vous êtes également ancien ministre garde des Sceaux, ancien député durant les premières, 4e et 8e législatures. Vous avez été également porte-parole du gouvernement chargé des relations avec les institutions de la République. Bonjour à vous une fois encore et bienvenue sur nos plateaux. Merci. Alors avec vous, nous parlerons des enseignements à tirer lors du scrutin présidentiel qui s'est déroulé, qui s'est tenu, j'allais dire, le 11 avril dernier, le dimanche 11 avril dernier, où nous parlerons des enjeux de la réélection de Patrice Talon. Alors dites-nous d'entrée de jeu, Abraham Zizidokwe, vous êtes un acteur politique. Quelle est votre appréciation du scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 11 avril dernier dans votre pays? Bon, on peut dire tout est bien qui finit bien. C'est la première fois dans notre pays qu'on peut dire qu'on a eu droit à un vote d'adhésion. Toutes les élections passées depuis le renouveau démocratique, c'était des votes contre quelqu'un. Pour une fois, on a un vote pour le programme de quelqu'un. C'est inédit. Vote d'adhésion. Parce qu'en fait, avant le 11 avril, quel était l'enjeu? Est-ce qu'on soutient le programme du président Talon ou pas? Est-ce qu'on soutient son programme ou pas? C'est-à-dire, c'était presque un référendum. Oui pour Talon ou non pour le programme de Talon. Oui pour le programme de la rupture ou non pour le programme de la rupture. Oui pour la continuité ou non pour... C'était un référendum. Donc et à l'arrivée, ce scrutin un référendum. Et à l'arrivée, à quoi nous avons assisté? À un plébiscite. Donc, du référendum au plébiscite. C'est inédit. C'est pour ça que je dis que c'est la première fois qu'au Bénin, on fait un vote d'adhésion. On adhère à une vision, à une manière de faire. Que pensez-vous du taux de participation? Ah, c'était, disait pratiquement tout le monde, vos collègues internationaux, les médias internationaux, la participation, parce que beaucoup de gens étaient convaincus que désormais, on a affaire à quelqu'un, à une équipe qui sait où ça amène. Donc, qu'il gagne, il y a, bon, rien n'est gagné d'avance, ça je l'ai dit ici, mais néanmoins, tout le monde savait que beaucoup de progrès étaient faits sur le plan économique. Mais l'enjeu, c'était de savoir combien vont adhérer à cette manière de faire. Donc la participation était un enjeu. Et la participation, si nous devons l'analyser, nous devons l'analyser du point de vue de la forme et du point de vue de fond. Parce que, vous savez, nous avions des habitudes. Nous avions des habitudes et c'est cela que le programme de la rupture vient un tant soit peu corriger. Nous devons nous dire la vérité. Mais il y a des théories qui défendent la corruption électorale, la circulation de l'argent. Nul n'est contre l'argent. L'argent est neutre. Ça dépend de ce que vous faites avec l'argent. Vous savez, pour beaucoup de gens, la période électorale est une période de redistribution. Et c'est comme ça que les gens théorisent la corruption électorale. C'est un moment de redistribuer à ceux au bas peuple.
Mais combien peut-on redistribuer? Quand moi j'entends des gens qui disent oh, 4 kilos de riz, c'est ça pour le... 4 kilos de... Pour combien de temps? Pour combien de jours? Mais ça faisait partie des habitudes durant la période électorale. Et c'est des mauvaises habitudes. Et c'est ce qu'on a fait tout le temps. Et de l'extérieur, on trouvait que l'élection, c'est la fête au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de candidats, parce qu'on peut avoir beaucoup de kilos. Les institutions sont allées si loin que le samedi qui précède chaque jour de scrutin, le fameux porte-à-porte. On peut dire que c'est exprès. Ça sert à quoi ce samedi-là, avant le dimanche? C'est des choses que nous devons revoir. C'est l'occasion où les candidats ou les équipes doivent passer de maison en maison, distribuer des billets de banque, des kilos de riz. C'est extrêmement grave. On dirait que c'est même fait institutionnellement. Ça sert à quoi ce samedi-là? Moi, je connais des pays. Vous terminez, vous faites campagne jusque dans la salle de vote, vous finissez et vous allez voter. Pourquoi ce 24-là, on dit le porte-à-porte? Quel porte-à-porte? Et l'extérieur, le Bénin est démocratique, le Bénin tout va bien, il y a alternance, etc. Donc voilà des éléments. Est-ce que vous insinuez qu'autrefois on avait connu des alternances de façade? Bien sûr, la preuve. On a dit 30 ans de trucs là. Si c'était bien, si c'était bon, on n'en serait pas à la rupture. C'est parce que les choses ne marchaient pas. Les choses ne marchaient pas. C'était de façade. Mais on essaie de couvrir pour donner l'impression parce qu'on nous a identifiés comme bons élèves. Quel bon élève? Quel bon élève? Parce que l'alternance se faisait entre qui et qui? Les partis politiques étaient quoi? Étaient dans cette alternance. C'est toujours des oiseaux rares. C'est des gens qui viennent de l'extérieur. Soit des diplômés, des fortunés. Et on dit alternance au Bénin, la démocratie marche. Ça ne marchait pas. C'était une démocratie à trompe-l'œil. Il faut dire, et c'est ça qui explique des résistances. Parce que les habitudes, c'est pas facile à les changer. Et c'est en cela que l'équipe qui est autour du président Talon, il faut leur dire chapeau. Parce que les habitudes, non, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je crois que nous avons du travail à faire. Parce que donner 4 kilos de riz le jour du scrutin, ça ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème. Et les gens sont habitués. On a vu dans les grandes villes, il faut dire, pas dans la campagne, dans les grandes villes, on a vu que le taux de participation a baissé, il faut être honnête. Et moi, je dis c'est une participation propre. Contrairement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient convaincus de l'acte qu'ils allaient poser, qui sont sortis. Ceux qui n'ont pas reçu de l'argent le samedi sont restés chez eux, les grandes villes. Cotonou. Est-ce que vous êtes en train de dire autrement que la plupart des Béninois étaient motivés par le numéraire avant d'aller voter? Le grand nombre, c'était ça. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis la période coloniale. Depuis. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis la période coloniale, les gens avaient pris cette mauvaise habitude. Même si c'est un petit franc, ils tiennent à avoir ça avant d'aller voter. Ça, c'est ça l'achat de conscience. Toutes nos constitutions interdisent ça. Toutes les lois interdisent ça. Mais on se plaît à faire ça. Et c'est le travail important de la rupture, du régime. Il faut qu'on amène nos gens à savoir qu'on ne peut pas se contenter de butin électoral d'un jour. Un pays ne peut pas, on ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas en être fier. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis ce taux de participation où la moitié, c'est une moitié propre. On doit s'en réjouir parce que, dans le même temps où les partisans du pouvoir ne veulent pas recommencer cet achat de conscience avant d'aller voter, dans le même temps, nos frères, nos amis d'enfance donnaient pour que les gens ne sortent pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'argent, en soi, n'est ni blanc, ni noir, ni bon, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc l'argent ici a été double. Ceux qui ont privé les habitués de l'achat de conscience, qui disent je n'ai pas besoin, mais on vous explique, on vous donne les enjeux, on vous explique pourquoi il y a de l'eau, et si on vous donne cet argent-là, on ne pourra plus vous faire de l'eau. Si on vous donne cet argent, on distribue, on ne pourra plus vous faire des routes.
Il y a ceux qui disent ça, c'est les mouvanciers, mais il y a d'autres qui savent la psychologie des électeurs qui disent prenez, ne sortez pas. Et qui en donnent. Donc vous voyez, si bien que je peux vous dire que ce taux de participation, c'est non seulement une participation propre, mais c'est une victoire de la démocratie parce que ce n'est pas qu'au Bénin, ce n'est pas qu'en Afrique. Il y a une désaffection du vote dans le monde entier. Allez en Europe, allez en France, c'est le tiers de gens qui se déplacent désormais. Pourquoi? Et parce que là, il y a un problème de fond. Un problème de fond qui se pose à la démocratie libérale. Parce que en démocratie libérale, il y a une promesse extraordinaire d'égalité que les gens ne retrouvent plus après les élections. C'est ça qu'on vit en France. Tous les soubresauts par moment qui arrivent. Vous avez vu les gilets jaunes avant mai 68. Donc il y a la crise démocratique. Et ça, c'est un sujet de fond. Et nous devons y répondre. Parce qu'en fait, quand on prend l'égalité et la démocratie, c'est en fait une égalité théorique. Il s'agit d'égalité de chance. Et on ne le dit pas assez. Quand on dit égalité, les gens pensent que tout le monde doit être au même niveau. Ça n'existe nulle part. C'est une égalité de chance au plan économique. Et au plan juridique, c'est une égalité théorique. Un homme égale une voix. Ça, c'est la fiction. Mais en réalité, il y a la dignité humaine. Celui qui est en face de moi, c'est un autre moi-même. On est d'accord. Mais dans le concret, au plan économique, au plan social, il y a toujours des inégalités compte tenu des dons des uns et des autres, même si théoriquement, si juridiquement, l'un vaut l'autre. Mais qu'est-ce qui explique le fait que les citoyens, puisque vous dites un peu partout dans le monde, commencent à cultiver ce désamour à l'égard du devoir civique qu'est l'accomplissement de son parce vote? Que tous les partis viennent dire la même chose, mais après, ils n'ont pas les mêmes résultats. Prenez la France, gauche, droite. C'est comme si on les tournait en bourrique et ils disent, ben, si c'est ça, je ne vais pas aller perdre mon temps, ça ne changera rien à ma situation. C'est ça. C'est ça. Je dis qu'il y a là une promesse extraordinaire d'égalité que les électeurs ne retrouvent plus après le vote parce que les gens n'arrivent pas à mettre des politiques publiques de manière à ce que l'un retrouve tout ce qu'on lui a promis. C'est des promesses. Hein? C'est ça le danger. C'est ça. On promet, en fait, on n'arrive pas à faire grand-chose. Moi, je crois que dans les campagnes, il faut promettre ce qu'on peut faire et faire ce qu'on promet. Et je crois que c'est ça qui vaut au président Talon et à son équipe et à son groupe d'avoir tant de réussite malgré les gens sont conscients. Certains disent la ceinture, tout ça, la théorie de la ceinture. Mais les gens savent, ont vu en 4 ans, 5 ans, ce qu'on a pu changer dans ce pays. Et c'est important. Vous savez, les habitudes, c'est plus difficile. Les habitudes, les comportements, il faut le temps, il faut l'éducation, il faut les médias, il faut les organisations de la société civile, que ces organisations cherchent à éduquer plutôt qu'à se comporter comme des opposants au pouvoir. Il faut les partis politiques. Hein, nous ne rejetons pas notre responsabilité. Mais c'est long. Ça ne se fait pas en 1 an, 2 ans, en un mandat. C'est un travail de longue haleine et il faut commencer tôt. C'est une affaire d'éducation. Une affaire d'éducation. Mais que pensez-vous par rapport au taux de participation qui a été publié par la plateforme des organisations de la société civile et également... Non, ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Je connais beaucoup de gens avec qui j'ai de très bons rapports. C'est pas leur rôle. C'est ce genre de démocratie que nous dénonçons. Démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Dans un état de droit, vous avez les institutions, les organes habilités à donner des chiffres. Je ne dis pas que la société civile n'a pas à s'occuper des élections, à faire des observations, mais ça se fait dans les règles de l'art. Vous savez, en Europe, dans d'autres pays, à l'ouverture du scrutin, les gens font des sondages de sortie de trucs. Mais nous n'avons pas encore ça au plan légal chez nous. Et les gens vous disent, à telle heure, à 8 heures, par rapport
au scrutin, voilà, et qu'on part à midi, voilà, à 16 heures, ça, la loi permet à ceux-là de le faire. Sondage sorti des urnes. Ce qu'ils ont fait là, non. C'est comme s'ils donnaient... c'est pas leur rôle, c'est totalement à côté. Je ne voudrais pas en faire une polémique, mais c'est pas leur rôle. Et l'État de droit devrait sanctionner, ne serait-ce que symboliquement, pour que les uns et les autres sachent que dans une république, chacun a un rôle. C'est parce que tout le monde a tout fait jusque-là. La démocratie liberticide, le laisser-faire, l'impunité, c'est ce genre de démocratie, on veut qu'on retourne à ça. Il n'en sera pas question. Il n'en sera pas question parce que la démocratie va de pair avec l'état de droit. Et l'état de droit, je l'ai dit ici et ailleurs, c'est le respect de la norme, de la règle. On n'est pas opposant contre la Constitution. On n'est pas opposant contre la loi. Non. Si vous êtes opposant contre la loi, contre la Constitution, vous êtes hors la loi. On est opposant contre un système, contre une vision, un régime, un programme de société, certains nombre de politiques qui sont mis en place. On est opposant contre cela. Et la charte des partis est claire. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. La démocratie, c'est l'acceptation de la différence. Et c'est des débats d'idées. Ah, moi, je suis pour la politique de l'offre. L'autre dit non, je suis pour la politique de la demande. On explique à quoi cela correspond et les électeurs choisissent. C'est ça la démocratie. C'est un combat, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas des coups de poing la démocratie. Or, nous avons vu, et je l'ai dit ici, depuis l'appel de Jeffa, et je répète, depuis l'appel de Jeffa en 2017, une certaine opposition était dans la radicalité et qui a convoqué l'article 66 de la Constitution, je répète, pour dire qu'il faut faire partie talon, même avant terme, avec des ultimatums. Justement, à partir du 5 avril, voilà, soit au 6 avril, voilà, des appels ont été lancés voilà, aux populations d'envahir les rues pour réclamer le départ du président Patrice Talon parce qu'il aurait... comme il a prêté serment le 6 avril, il doit finir. Ça n'a rien à faire prêter serment. Et nous avons eu à vivre des violences qui ont été déplorées dans le septentrion un peu, dans le centre aussi. Intolérable, inacceptable. Mais que pensez-vous de ces acteurs politiques qui ont effectué ces appels? Ils confondent la démocratie. Est-ce qu'ils ne sont pas dans leur rôle? Non, c'est pas ça l'opposition. De garde. Non, pas du tout. Gendarme. Non, il n'y a aucun gendarme. Il y a un débat d'idées. Il n'y a aucun gendarme. Je vous lis l'article 5 de la charte des partis politiques. Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Je dis l'incitation et ou le recours à la violence sous toutes ses formes. C'est l'alinéa 1. C'est interdit. Ceux-là, ils sont en infraction contre l'article 5 de la charte des partis politiques et la loi doit leur être appliquée. L'impunité à laquelle on est habitué, on dit c'est la démocratie. Le laisser-fairisme, on laisse tout faire, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas ça. Ça, c'est de l'anarchie. Un pays ne peut pas se construire sur cette base. N'importe qui vient, dit ce qu'il veut. Oh, il faut laisser faire. Et ils sont le laisser-fairisme. On dira, ah bah, c'est pas possible. On ne peut pas. Prenez, vous, votre vécu, votre ménage, votre... Mais c'est pas possible que chacun s'élève et on ne peut pas vivre. Mais est-ce que leur revendication n'était pas fondée? Aucune revendication n'est fondée.
J'ai écouté des gens, même des gens qui semblaient dire que les choses n'allaient pas, qui ont commencé à tenir un autre langage. La seule revendication qui vaille en démocratie, c'est le respect de la loi. Le droit positif. La loi, la loi au Bénin, c'est la constitution révisée. On n'a pas à choisir. Moi, je suis désolé, j'ai choisi le... Non, je ne voudrais pas. Je fais l'autocensure pour ne pas dire. C'est intolérable. Et le président Talon a bien fait de dire la fermeté et l'efficacité. Je suis pour l'ouverture, mais je ne suis pas pour les assises nationales? Non, même pas. On viendra sur les assises, mais pour l'impunité, non. C'est pas parce qu'on laisse chacun faire ce qu'on fait qu'on est en démocratie. Pas du tout. Et les gens veulent qu'on revienne. Bon, c'est l'une des revendications. Les assises nationales. Dans la foulée, avant qu'on parle des assises nationales, l'armée est intervenue. Vous, qui êtes quand même un acteur politique pas des moindres de la République du Bénin, qui avez été membre de la première législature déjà, comment avez-vous perçu l'intervention de l'armée pour le rétablissement de l'ordre? Mais vous savez que l'armée a été sollicitée par nos frères là pour dire de ne pas bouger, pour dire même de prendre le pouvoir. Mais c'est incroyable. Quel est ce délit victimaire là? Quel est ce ressentiment au point qu'on appelle l'armée de prendre le pouvoir? Et vous me permettez de faire une petite parenthèse pour remercier l'armée, notre armée, parce qu'on ne le dit pas assez à la conférence nationale. On fait l'éloge de Paul, on fait l'éloge de Paul. Personne ne se rappelle de l'armée qui a pris l'engagement de rentrer dans les casernes. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'armée est restée républicaine, est rentrée dans les casernes. Tout autour de nous, vous voyez, l'armée est intervenue pour peu ici et là. L'armée béninoise est demeurée républicaine. Elle est là avec les forces de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La libre circulation. Vous avez vu, on n'avait pas vu les images le jour de vote, mais quand on nous a montré les images, le pays coupé en deux, les troncs d'arbres, et l'armée qui, avec les moyens dégagés pour permettre à d'autres Béninois de circuler, on tire là-dessus avec des armes, pas n'importe quelle balle, même de guerre. C'est extrêmement grave. C'est un complot. Et je l'ai dit quelque part que la rupture ressemble à certains égards au début de la révolution populaire chez nous, marxiste-léniniste. Sauf qu'ici, il s'agit d'une révolution tranquille. Et ça n'a pas raté. Quand vous touchez aux intérêts, des multinationales, les intérêts guident le rapport entre les États dans le monde et ils ne vous laissent pas faire. On a connu une agression armée de mercenaires. Ceux qui ont tiré avec des armes, qui sont recrutés, même en dehors du territoire national, des enfants, c'est une armée de mercenaires. Ça ne manque pas. Et c'est des signes. Et quand ça arrive, vous devez donc savoir que vous êtes dans la bonne voie. Là, vous touchez les intérêts des multinationales parce que vous voulez que votre pays, vos populations bénéficient de vos politiques. Je crois que c'est très important, il faut le dire. Et la rupture doit s'attendre à tout. Ce n'est pas terminé. La rupture doit être sur ses gardes et de savoir. Et tous les Béninois doivent pouvoir savoir que désormais, nous sommes en marche pour reconquérir notre souveraineté. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, en Afrique actuellement, on cite le Rwanda et Botswana comme les meilleurs élèves en matière de lutte, n'est-ce pas, en matière de gestion. On parle même on qualifie le président Talon de Kagame de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on est en train de voir que les performances économiques sont là aujourd'hui. Ce n'était pas le cas hier.
Hier, on était performant au plan de la liberté, au plan de laisser-faire, au plan de... Aujourd'hui, on nous qualifie sur notre plan. Ça veut dire Ça dit qu'on ne peut pas arrimer les deux ensemble. J'ai dit ici que l'objectif, c'est les deux. Mais c'est difficile de mener les deux de même intensité. Pourquoi? Quand vous engagez une lutte contre la corruption, et vous faites des frustrés. Mais vous faites, hein, c'est ça le mal démocratique, hein, les pathologies démocratiques. Hein, et ce mal-là, ça détruit la démocratie. Donc, quand vous nettoyez, vous faites des frustrés. Il y a des ressentiments. Il faut nettoyer. Mais après avoir nettoyé, il faut normaliser. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Tout à fait. Mais c'est difficile de mener les deux de même intensité. À un moment donné, l'un va plus haut, l'autre baisse, mais l'objectif, il faut toujours équilibrer qu'on ait et la démocratie et le développement. Alors pour progresser dans la seconde partie de cette émission au sujet des enjeux de la réélection de Patrice Talon, mais avant, dites-nous en conclusion pour cette première manche, Maître Abraham Nzinoukwe, avec tout le parcours qui est le vôtre, avec les hautes fonctions que vous avez à occuper dans la République du Bénin, est-ce que vous êtes fier du scrutin qui s'est déroulé le 11 avril dans votre pays? Je vous dis que c'est une participation propre. J'aurais souhaité mieux. J'aurais souhaité les candidatures et tout Non, pour les candidatures, on a fait le débat. C'était ouvert. Les parrainages, la guerre des parrainages n'a pas eu lieu. Les parrainages ont résisté à l'argent. Et ceux qui ont fait les démarches qu'il faut se sont retrouvés dans la course. Ce que nous pouvons dire des parrainages, c'est entre parenthèses. Bientôt, nous avons les prochaines législatives. C'est dans 2 ans. Et ceux qui n'ont pas de parrain, j'espère qu'ils ne vont pas avoir l'attitude négative de ne pas encore boycotter les élections législatives, de faire la politique de chaise vide pour venir après commencer à pleurnicher pour dire j'ai pas de parrain, je ne peux pas aller voir les autres. Je crois que l'occasion leur sera donnée aux législatives de montrer leur représentativité par rapport au peuple, d'avoir leur parrain. On n'aura plus le débat de parrainage. Et chaque groupe aura ses parrains et on ira tranquillement aux élections aux prochaines échéances dans 5 ans. Alors, la Cour constitutionnelle, le jeudi dernier, a consacré l'élection au premier tour du duo Talon-Talata pour dire, en d'autres termes, la réélection du président Patrice Talon. Cette semaine, nous avons assisté à l'interpellation et la garde à vue de Joël Frédéric Aïvo dans les affaires des violences électorales. Notamment, il est gardé à vue pour appel à manifestation insurrectionnelle. Avant lui, il y avait eu déjà Rekia Madougou qui est gardé là depuis plus de 45 jours. Dites-nous, Maître Abraham Nzinoukwe, est-ce que la procédure, les procédés sont conformes à la loi? J'ai l'habitude de dire que quand une affaire est devant la justice, il faut le moins de commentaires pour ne pas influencer le cours de la justice. Je suis un homme de justice, je suis un homme de droit. Je demande aux uns et aux autres de laisser la justice se faire. Dès l'instant que ces compatriotes ont le droit de la défense, ont des avocats, n'est-ce pas, qui les assistent, laissons la justice faire son travail. Je ne voudrais pas porter... Je viens de vous lire l'article 5 de la Charte des partis politiques, qui exclut toute forme de violence, du débat et de l'activité. Donc c'est des gens qui tombent sous le coup de la loi. Ils sont sous le coup de la loi. Et si les partis politiques qui tombent sous le coup de la loi doivent subir... Vous savez, la liberté est individuelle. La responsabilité également est individuelle. Que les uns et les autres sachent qu'ils sont libres de dire, de faire ce qu'ils veulent, mais en conséquence, qu'ils soient aptes, n'est-ce pas, à assumer la responsabilité qui en découle. C'est aussi simple. Vous qui connaissez un peu la psychologie des électeurs béninois, est-ce que vous pensez que véritablement des gens ont été recrutés, motivés et même, je dirais, avec une feuille de route pour ce qu'on a eu à voir avec des domiciles de partisans du chef de l'État incendiés, des ponts de péage détruits? Mais ce n'est pas la première fois. On l'a eu. Mais ils ont dit depuis Jaffa. Je vous dis, il y a une constance d'une certaine opposition qu'il faut bouter dehors, par la violence, par la force. Les gens ont appelé l'armée à prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Il ne faut pas qu'on banalise ces choses. J'ai l'impression qu'au Bénin, les choses
sérieuses, qui doivent nous faire réfléchir. Oh, on banalise. Parce qu'on est dans un pays où chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans sanction. Non, c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Je regrette. Vous Je regrette. Mais que pensez-vous des deux autres duos, Alassane Djimba et Paul Ronkpé, Corentin Korkou et René Agossa, qui ont reconnu la réélection de Patrice Talon? Je voudrais... Est-ce qu'ils sont véritablement démocrates ou parce qu'ils reconnaissent tout à fait. Non, je voudrais leur reconnaître ce fair play et même les féliciter. Les féliciter. Vous avez vu comment la campagne a été dure. Vous avez vu les mots qu'ils ont utilisés les uns et les autres. Les gens disaient, oh, c'est talon contre talon. Mais si c'était talon contre talon, nous pouvons dire aujourd'hui que le peuple a adoubé talon contre talon. Comment les mots étaient durs contre Talon. Mais malgré cela, ils ont attendu la proclamation provisoire de la Cour constitutionnelle pour saluer Talon. Je me permets de les saluer à mon tour pour leur demander de rester dans cette logique démocratique et de reconnaître toujours quand on a fait ce qu'on a pu, parce que en démocratie, c'est l'alternance. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être eux, à condition de rester dans le cadrage de la loi. C'est ça que je tiens à les féliciter, à permettre à la démocratie de s'exprimer dans le pluralisme. Il y avait deux duos de l'opposition contre un seul duo de la mouvance. Je leur dis, chapeau, continuez, et ce n'est que comme ça que notre démocratie va mûrir, va prendre, va se bonifier. Ce n'est pas en disant casser tout. Quand on casse tout, on vient diriger qui et quoi après. Quand on met le pays à feu à sang, qu'est-ce qu'on vient diriger après? Et on dit qu'on est démocrate. Et ça n'inquiète pas certains qui disent, oh, ça dit, nous avons une attitude débonnaire, les gens qui font mal, hein, ce qui est vice, on regarde d'un œil comme c'est vertueux. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, dites-nous, aujourd'hui, Patrice Talon est réélu le jour de son vote. Et il a dit clairement qu'il ne veut pas des assises nationales. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec le contexte actuel, les enjeux actuels, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'échanger avec ceux qui sont les radicaux pour peut-être essayer de les ramener à la raison? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a plusieurs manières de dialoguer. Il ne faut pas faire un dialogue de sourds. Moi, mon point de vue personnel, il y a ce qu'on appelle le dialogue ou les dialogues interpartistes. Moi, si je devais donner un avis, la mouvance, vous savez que la mouvance aujourd'hui est plurielle. Ce n'est plus que UPBR. On est d'accord? Tout à fait. Qu'il y a d'autres. Il y a le PRD, l'UDBN. Bon, moi je dirais, il faut des dialogues interpartistes. Ça veut dire quoi? Les partis de la mouvance peuvent entre eux échanger, voir comment on peut mieux aborder les 5 ans à venir. De l'autre côté, les opposants qui parlent d'assises, parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Ceux qui disent assises, c'est des gens qui n'ont aucune représentativité et veulent profiter d'un fourre-tout, ceux qui ne peuvent pas se présenter devant l'électeur pour rester entre 4 murs, distribuer des postes. Cette démocratie élitiste-là, nous on est pour ça. Je vous ai dit, dialogue interpartiste entre les mouvanciers, dialogue interpartiste entre les opposants. Ils veulent des assises, qu'ils fassent des assises des opposants. Ils auront une plateforme. Les mouvanciers auront une plateforme. De plateforme en plateforme, on peut échanger, on peut dégager des consensus et on porte ça au gouvernement, à l'exécutif, qui, dans la gestion, est au-dessus des partis politiques. Parce que tout est une question de méthodologie. Et la rupture, sa force, c'est la méthode. C'est pas mettre tout le monde de bric à brac, des gens qui ne représentent rien, parce qu'on va primo perdiep. C'est fini. Le président Talon, la rupture ne veut plus ça. Je vous dis, on peut faire des dialogues interpartis, que les opposants, qu'on ait des interlocuteurs valables, que les mouvanciers entre eux.
fassent leur dialogue. Que les opposants, leur dialogue. Et opposants, et au dialogue. Ça existe ailleurs. Et on a un plan qu'on porte à l'exécutif. Je crois que c'est des méthodes comme ça qu'il faut rechercher, qu'il faut encourager, et non dire dialogue, ou assise, personne n'a fait assise une fois, chaque fois. Quand vous faites des aides tous les jours, vous n'allez pas avancer. Vous avez vu, j'ai dit la liberté individuelle, la responsabilité. Je vous ai dit, nos frères qui sont à l'extérieur, c'est pas un cas, on n'a pas besoin d'assises avant qu'ils rentrent. Vous avez vu un civil rentrer, vous avez vu un militaire rentrer. Est-ce qu'il y a eu d'assises? Le président Talon, quand il était en activité, est-ce qu'il y a eu d'assises avant qu'il ne rentre au Bénin? Pas du tout. Alors, quel est ce mythe d'assises? C'est assises, pour quoi faire? Qu'a fait assises entre eux? Nous aussi, on fait assises entre nous. Nous ferons assises pouvoir, opposition, et on va porter les éléments, le consensus de ces assises au pouvoir, à l'État, qui pourra acter cela sous forme de loi. Mais dire assises, pourquoi faire? Si c'est les cas individuels, là, on n'a pas besoin d'assises avant qu'ils rentrent. Maintenant, s'il y a d'autres considérations, qu'ils fassent leurs assises et qu'il y ait une plateforme, qu'on sache à qui on a affaire. Parce que quand vous mettez tout le monde ensemble, on ne sait pas qui. Ces méthodes-là, c'est du passé. On ne veut plus revenir sur ça. Vous ne voulez plus revenir sur ça? Non. Alors, quels sont les défis aujourd'hui qui s'imposent à Patrice Talon avec cette réélection? Les défis, d'abord, c'est de conforter ce qu'il a commencé à faire. C'est le défi de la continuité dans l'ouverture. Au plan de la gestion économique, c'est toujours la rigueur pour l'efficacité. Ça n'exclut pas l'ouverture. C'est pour ça que je dis, des dialogues, il peut en avoir. Il ne tient qu'à chacun de savoir ce que l'on veut et de le porter quand et comment on le veut. Donc, c'est ça le défi pour lui. C'est de confirmer ce qu'il a commencé à faire et de le parfaire. Parce qu'il reste encore à faire. Mais la victoire ici, c'est qu'en 4-5 ans, il a donné le gage qu'on peut faire autrement. Et c'est cet autrement-là que nous souhaitons que ça continue mieux. Là où il n'y a pas encore l'eau, que l'eau aille. Là où il n'y a pas l'électricité, que l'électricité aille. Là où il n'y a pas... C'est ça que nous voulons pour les 5 ans à venir, tout en ouvrant, et il est très ouvert, il a démontré que tous ceux qui ont des problèmes personnels individuels, qu'ils rentrent. L'État est là pour tout le monde, le pays est là pour nous tous. Personne n'a dit que c'est de l'extérieur, qu'on noircit le Bénin, de ceci, cela. Mais de plus en plus, les gens se rendent compte que l'image tronquée, truquée du Bénin qu'on montre à l'extérieur, que cette image ne ressent pas. Il suffit que les gens descendent 24 heures au Bénin pour dire ah non, ça, ce qu'on nous raconte, c'est pas du tout ça. Je souhaite tous ces médias internationaux là qui rentrent. Les gens parlent tous les jours. Tous les jours. Il n'y a aucun problème. Les gens circulent. Au contraire, c'est les soirs, les mauvais démocrates qui empêchent les gens de circuler. C'est pas le pouvoir. Alors, parlons de défis toujours sur le plan politique. Quels sont les défis qui s'imposent à Patrice Talon? Est-ce que le prochain gouvernement sera beaucoup plus politique que technique? Est-ce que avec Talon 2, après, je dirais, l'enracinement des réformes, est-ce qu'aujourd'hui on va faire un peu d'ouverture, comme vous demandez d'ouverture, avec les politiques pour quand même compenser un peu ceux qui... Au démarrage de la rupture, il n'y avait pas de politique en tant que telle autour du président Talon. Mais dès qu'on a fait les réformes et qu'il y a eu des partis UPBE, il y a eu des gouvernements politiques avec des ministres estampillés UPBE. Maintenant, vous avez vu tous ceux qui ont travaillé avec lui, vous aurez des ministères estampillés, mais il ne s'agit pas d'aller où chacun, comme par le passé, chacun tirait le droit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous adhérez au programme, c'est le programme. Que vous soyez UPBE, je ne sais pas, PRD ou bien démocrate ou FCBE éventuellement dans le gouvernement, ce n'est pas venir faire ce que l'on veut. On est là pour servir la cause commune. C'est important. Moi, je crois que c'est à ça que je m'attends. Ce n'est pas le Bénin partage de gâteaux qu'on a connu jusque-là. Il faut sortir ça de tête. Il faut sortir ça de tête. On va pour servir une cause. Vous pouvez être de n'importe quelle couleur, votre profil le permet, votre engagement politique le permet,
vous êtes serviteur de la République. Et c'est tout. Il ne faut pas faire des petits calculs, tout ça, ceci, cela, comme l'a toujours fait. Et ça a toujours ramé en arrière, ramené le pays en arrière. Je vous ai dit que les réformes qui sont faites, notamment institutionnelles, je vous ai dit que le Bénin continue d'être un laboratoire. J'en ai eu la preuve. La nuit électorale, j'étais sur un des plateaux de vos confrères Golf. Il y avait un expert qui était sur ce plateau. Et c'est sa carte. Il s'appelle la dame Régis Zougmoré. Il a dit, je suis venu, il est là, facilitateur d'une ONG pour les observations. Mais il m'a dit, en dehors de ça, j'ai appris de votre réforme. De 200 partis aujourd'hui, il dit, ça, nous on va copier ça. Il me l'a dit, il a dit sur le plateau. Quand je disais ici que les gens viendront à l'école, la réforme du système partisan au Bénin, les gens pensaient que c'était une clause de style. Pas du tout. Il a dit publiquement, voilà sa carte. Il dit, nous, on va voir. On va venir voir comment vous avez fait. Justement, lorsqu'on parle du système partisan, on avait occulté d'évoquer un élément quand même majeur au cours de ce scrutin présidentiel, les accusations de fraude. Nous avons entendu beaucoup d'accusations de fraude avec des vidéos qui ont été très virales sur la toile. Est-ce que vous avez suivi quelques-unes d'entre elles? Oui. Des députés, même de votre formation politique, ont été cités, même et autres. Est-ce que vous avez... Moi, je ne suis pas là pour ça. Les forces de sécurité s'en occupent, le ministre de la Justice. Mais ce que je peux vous dire, oui, en tant qu'expert en matière électorale, en tant que juge en matière électorale, parce que je l'ai fait pas qu'au Bénin, je l'ai fait dans le monde entier, il n'y a pas d'élection sans fraude. Écrivez ça. Quand il n'y a pas d'élection sans fraude. Les gens ne connaissent pas le droit électoral. Il n'y a pas d'élection sans fraude. Quand il y a fraude, qu'est-ce que le juge électoral voit? Quelle est l'importance de la fraude? Est-ce qu'elle a une importance déterminante sur les résultats? Sinon, vous n'allez pas comprendre. On va dire, il y a fraude ici et pourtant le juge a dit que tel a gagné. Il n'y a pas d'élection sans fraude. J'ai l'habitude de donner comme exemple la monnaie, l'argent. La monnaie, il n'y a pas de monnaie qui circule sans fausse monnaie. Les structures qui ont l'habitude de battre monnaie, qui mettent ça en cause, vous avez de la fausse monnaie toujours. Il n'y a pas de monnaie sans fausse monnaie. Il n'y a pas d'élection sans fraude. Ça ne veut pas dire que toutes les élections... Non. La fraude, c'est un phénomène consubstantiel au scrutin. Les cas que vous avez dit, je n'en connais pas. On a vu tellement de montages depuis avant le 5 ou le 6 avril, où il faut faire partie talon. On en a vu de toutes sortes de montages. Les gens qui montent eux-mêmes des coups contre eux. On est un peu confus. Aussi bien que de ce point de vue. Mais il n'y a pas d'élection sans fraude. Mais il ne suffit pas qu'il y ait fraude pour que l'élection ne soit pas validée. Ça, je vous dis, c'est une jurisprudence permanente. Tant que la fraude n'a pas une incidence déterminante sur les résultats, le juge peut mettre de côté et continuer son Nous sommes pris office. par le temps, les enjeux de la réélection de Patrice Talon. Nous en aurons encore d'autres occasions pour en parler. Mais avant de clore cette émission, Maître Abraham Zidoro, vous avez regardé droit dans la caméra et formulé des vœux pour le deuxième quinquennat de Patrice Talon et également vous adresser à vos militants et militantes qui ont sacrifié de leur temps pour suivre cette émission que nous sommes en train de leur offrir à cet instant précis. Bon, j'ai réservé pour la fin mes félicitations et mon admiration pour le duo vainqueur au premier tour. C'est historique, le duo Talon-Talata. Je me permets de les féliciter, de marquer mon admiration, celle de mon parti politique, pour nous dire que c'est une chance pour le Bénin. C'est une chance pour le Bénin et c'est une chance pour l'Afrique de voir notre modèle démocratique qui se met en route, et nous devons, tous les fils de ce pays, nous mettre derrière le président Talon. Et je remercie le peuple béninois, malgré les pressions intenses, malgré la violence, le peuple a su
surmonter, malgré l'usage de l'argent pour les amener à ne pas voter, malgré le fait que l'argent n'ait plus circulé comme avant pour déterminer leur vote. Je voudrais remercier tout le peuple béninois dans son ensemble, dans tous ses composantes, sans exception. Et je voudrais également remercier les forces armées béninoises. Et je vous ai dit qu'il faut leur rendre un témoignage depuis l'historique conférence où l'armée a décidé de rentrer dans les casernes. Elle est restée dans ces casernes. Je la félicite de conforter le pays, de nous protéger dans nos frontières, de nous protéger dans notre libre circulation des personnes et des biens. Je les félicite, les forces de sécurité, les forces de défense, et je dis à mes militants d'être prêts. On l'a été, on continue de travailler dans le sens que la tension qu'il y a entre l'individuel et l'institutionnel, le collectif, nous puissions faire en sorte que quand nos enfants ont de la cantine, il faut qu'à la maison aussi leurs parents trouvent à manger. Je crois qu'il y a un problème important et moi je vois l'agriculture qui va nous sauver. Et il faut, en dehors des performances, des cultures de rente qui nous rapportent, n'est-ce pas, des trucs, les cultures vivrières, pour que nous puissions acheter le haricot moins cher, que nous puissions acheter le maïs moins cher. Je crois que c'est un enjeu important et je lance un appel à tous nos producteurs. Et le programme PAG est là, avec le fonds de garantie désormais à la portée de ceux qui veulent aller dans l'agriculture au plan technique, au plan de garantie. Le programme du gouvernement est là. Je crois qu'il faut aller dans ce sens. Et là, je crois que le ruissellement qu'on attend, le second mandat, la ceinture pourra être un peu desserrée au plan des individus, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le social. Et je crois que l'H, le programme H est là également pour essayer de nous amener à cela. Je crois que c'est ce que j'ai à dire à tout le peuple, à tous les gouvernants, à tous les gouvernés et à nos amis d'enfance de rentrer dans les rangs. De revenir dans la République, de respecter la loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution au Bénin. La seule est de faire des assises à leur niveau, s'il y en a. Nous aussi, on fera nos dialogues et on va sur une plateforme mouvance opposition, voir comment on peut ensemble refaire que ce vivre ensemble renaisse, pas exactement le vivre ensemble de l'impunité, de la corruption, le vivre ensemble de laisser faire, non, mais le vivre ensemble où l'un respecte l'autre, l'un tolère les idées de l'autre, on peut vivre, où nous aimerions les revoir à l'Assemblée dès 2023 pour qu'il n'y ait plus ce débat de parrainage en 2026. Merci à vous, Maître Abraham Zizido Koué, chers amis internautes. On retiendra entre autres au cours de cette émission que notre invité a dit que tout ce qui est bien finit bien. Le Bénin a eu droit à un vote d'adhésion. C'est inédit selon Maître Abraham Zizido Koué. Il a analysé le fond et la forme au sujet du taux de participation à cette élection présidentielle. Il a parlé de l'achat de conscience qui était autrefois en vogue dans la politique et durant les périodes électorales, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec la réforme du système partisan. On doit se réjouir du taux de participation. Il est sain, selon notre invité. Il a décrit au cours de cette émission la psychologie de l'électeur béninois. Il y a une désaffection du vote dans le monde entier, a-t-il fait souligner. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, il y a un problème dans la démocratie libérale. La démocratie va de pair avec l'état de droit, a déclaré Maître Abraham Zizido Koué au cours de cette émission. On n'est pas opposant contre la Constitution, on est opposant contre un système de gouvernance. C'est un débat d'idées qu'est la démocratie, a rappelé Maître Abraham Zizido Koué au cours de cette émission, qui a donné lecture de certains extraits de la charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin. Il a rappelé et salué les engagements républicains de l'armée béninoise depuis 1990 à nos jours, cette armée béninoise qui a toujours voulu être républicaine et se départir de toute coloration ou considération politique. La rupture doit être sur ses gardes, a lancé notre invité ce matin. Les parrainages ont résisté à l'argent, a-t-il souligné, en donnant un peu les leçons qu'on peut tirer de ce scrutin présidentiel. Il a lancé une invite à l'opposition radicale de ne pas encore boycotter les élections législatives de 2023 qui pointeront d'ici peu à l'orée. En ce qui concerne les affaires Eki Amadougou et Joël Frédéric Aïvo, il faut laisser la justice faire son travail. Il reconnaît le fair play de Corentin Kouahoué et Runa Gossa et également celui de Alassane Soumane Djemba
Bouba et Paul Rompin, notre démocratie va mûrir et se bonifier. Il souhaite qu'il y ait des dialogues interpartites, c'est-à-dire que l'opposition se retrouve en elle et fasse des assises et que également la mouvance également se retrouve en telle puisqu'elle est plurielle pour également des assises afin que opposition et mouvement se retrouvent au niveau d'une plateforme pour des échanges fructueux. Ceux qui demandent des assises nationales sont des partisans de la démocratie élitiste, nous a fait souligner notre invité de ce matin. Ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas besoin d'assises avant de rentrer. Il a donné l'exemple de Bertin Kovi et de Pascal Tawes. Au cours des défis qui s'imposent pour Patrice Talon avec cette réélection, il invite ce dernier à conforter ce qu'il a commencé à faire et de le parfaire. Il invite, il n'y a pas d'élection sans fraude, à laisser entendre notre invité qui a été juge de la Cour de justice de l'UEMOA. Il invite les uns les autres à la connaissance et à la maîtrise du droit électoral. En fin d'émission, il a adressé ses félicitations et toute son admiration pour le duo Gaillan-Talon-Talata qui consacre un autre modèle démocratique avec cette élection à la tête de la République du Bénin. Il a remercié en fin d'émission le peuple béninois pour sa maturité et une fois encore les forces armées béninoises pour leur impartialité et pour leur comportement républicain. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos, Maître Abraham Zizidokwe. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA, ancien ministre garde des Sceaux, ancien député durant les 1er, 4e et 8e législatures, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec les institutions. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce dimanche sur Free Matin, sur l'invité. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin pour Free Matin. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur ESAE TV.